Voilà. Bonjour à tous, merci d'être venus. On va changer un petit peu le titre. J'ai changé pour aller plus vite avec Meteor, donc on est assez proche au final, c'est identique. L'idée c'est de découvrir la plateforme Meteor, ce que ça peut vous apporter pour la crédibiliser un petit peu par rapport à faire des codes from scratch. Alors moi déjà, Benjamin Richard, je suis manager technique chez Dix, ça fait 15 ans que je travaille dans le web, donc ça va avoir quelques cheveux blancs. J'anime un groupe Meteor sur Lyon depuis un an maintenant. On a fait 8 ou 9 rencontres pour découvrir un peu la plateforme et travailler un peu dessus. Et en termes de techno, j'ai touché du Code Fusion, du PHP, du .NET, du Java, du JavaScript, plein de choses. Et l'idée maintenant, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes, vous, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des non-développeurs dans la salle? Des intégrateurs, des designers, ouais, des gars qui font plutôt du biz, des commerciaux, on voit pas des scientifiques qui font plutôt dev. Ok, c'est une grande minorité. Parmi les développeurs, est-ce qu'il y en a qui font du Node aujourd'hui? Ouais, quand même, c'est pas mal. Et enfin, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Meteor? Cool. Bon, du coup, c'est quand même une grande majorité de développeurs. Voilà. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout développeurs, Meteor, c'est simple. Vous allez pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Il y a des innovations qui modifient profondément les usages. J'aime bien cette phrase. L'idée, c'est un peu, en 83, Ronald Reagan a libéralisé l'utilisation du GPS. 10 ans après, il y avait 24 satellites qui tournaient autour de la Terre pour avoir du positionnement en temps réel. Et 10 ans après, tout le monde avait son TomTom dans la poche, ou quelques années encore après, son smartphone avec de la localisation, avec du guidage vocal, avec des applications comme Uber, ou d'autres applications qui vous permettent d'avoir savoir où aller manger ce soir par rapport à là où vous vous trouvez. Donc ça a changé grandement la façon dont on utilise aujourd'hui ces outils. Et Meteor.js, ça se passe un petit peu comme ça. Ça bouleverse complètement la façon dont vous envisagez, vous concevez vos applications. Il faut vraiment mettre de côté ce que vous connaissez et appréhender la techno de manière complètement différente. Alors j'ai bien aimé la conférence de ce matin de Nicolas sur le web, c'était plus simple avant, pas tout à fait. Mais avant, le web, la première page, c'était ça. C'est-à-dire une page blanche, quelques textes, des liens, très peu d'images. Et aujourd'hui, le web, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est TweetDeck, un agrégateur pour Twitter. Et c'est donc une application qui est complexe, qui a du temps réel, de la notification, qui a du design un peu sympa, des images, qui a de la vidéo, enfin bref, il y a beaucoup d'interactions et c'est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui de développer une application web qu'il y a 15 ans. Malheureusement, cette complexité fait que souvent dans les équipes, la technique peut prendre le pas sur la fonctionnalité. On perd de vue le pourquoi du développement parce qu'on rencontre des soucis techniques liés à une grande variété de librairies, d'outils qu'il faut aujourd'hui maîtriser. Meteor.js, c'est quoi? Meteor.js, c'est un joli t-shirt. Il a changé depuis. Mais c'est pas que ça. Meteor.js, contrairement aux idées reçues, c'est pas un framework. Meteor.js, c'est une plateforme. Une plateforme au même titre que la plateforme LAMP qui est apparue il y a 15 ans avec PHP, Apache, MySQL et Linux. Cette plateforme, elle tourne avec un langage côté serveur qui est Node.js. Elle tourne avec, principalement aujourd'hui, ce qui est embeddé dans la plateforme, c'est du MongoDB pour la persistance. Et puis, effectivement, vous avez le framework Meteor qui est un ensemble de composants qui va vous aider et qui apporte une vraie plus-value aujourd'hui par rapport à l'écosystème web. Et au-dessus de tout ça, il y a l'écosystème JS sur lequel se repose finalement Meteor, avec du Angular, du React, qui ont récemment été inclus avec un support officiel dans Meteor depuis la version 1.2. C'est également une PM, c'est voilà, toutes ces choses-là. Un peu plus concrètement, Meteor, ça fonctionne comment? Alors sur la partie haute, vous avez tout ce qui est client, la partie basse, c'est la partie serveur. Quand vous allez faire une application web, aujourd'hui, vous allez le faire pour du web et potentiellement aussi pour du mobile. Si vous avez vu la conférence sur les interfaces, c'était orienté mobile first. Meteor.js a été conçu en partie pour ça. Les parties rose claires, c'est tout ce qui est votre plus-value à vous, c'est votre code, c'est votre logique métier. Donc l'APP component logique. Et puis pour rendre tout ça, visuellement, vous avez un moteur template, c'est Blaze par défaut, mais c'est aujourd'hui Angular et React, c'est possible. Et Meteor va vous permettre de manipuler de la data. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément pris en compte avant et qui va vous permettre de faire du offline très facilement. Et c'est du coup la notion de client data cache, puisque toute la data va être disponible côté client de la même manière qu'elle est disponible côté serveur. Et pour dialoguer avec votre serveur, vous avez un protocole qui s'appelle DDP, que peu de gens connaissent a priori, si vous n'avez pas fait du Meteor avant,
Son avantage par rapport à ce que peut faire REST ou d'autres choses, n'apprenez pas toutes les librairies qui sortent, ceux qui en sortent de 4 minutes c'est l'enfer, surtout au JavaScript. Regardez les concepts et voyez ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a d'intéressant. Vector.js a utilisé des concepts existants et il en a inventé de nouveaux. Alors le premier c'est le fait qu'effectivement on ne fait transiter que de la donnée sur le réseau, c'est pas nouveau, on le fait déjà avec, quand on fait des appels Ajax côté client, mais surtout cette donnée-là elle est disponible de la même manière côté serveur et côté client, via le cache client. Vous avez un seul langage, ils ont enfin réussi à avoir quelque chose qui vous permet de développer en JS côté serveur, facile avec Node, côté client, mais également dans la base de données avec Mongo. Donc ils ont agrégé tout ça et finalement votre code c'est quasiment le même de partout, c'est simple, c'est complètement transparent. Un point qui est très important, qui est un vrai plus, si vous voulez faire du mobile first, tout à l'heure dans la conférence sur l'ergonomie, on a dit que, ils ont dit effectivement, qu'en France on était gâté avec les réseaux. Effectivement, on a de la 4G, c'est efficace, mais tout le monde n'a pas de téléphone 4G, et puis dans le reste du monde, tout le monde n'a pas justement cette 4G. La compensation de latence, c'est pour résoudre la problématique d'attente quand vous utilisez votre smartphone et vous validez potentiellement un formulaire, et vous êtes en attente, justement, de la réponse du serveur. Le problème, c'est que, lié aux problématiques 3G ou 2G, si vous pouvez aussi faire 2G, c'est plus classique, c'est long. C'est long le temps d'attente avec le temps de connexion. Avec la compensation de latence, Meteor considère que dans 80% des cas, votre validation client suffit. Du coup, quand vous cliquez sur valider le formulaire, vous passez directement à l'étape suivante, etc., etc., etc. Et ce qui se passe quand il y a un problème côté serveur, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une synchronisation, l'appel se fait quand même côté serveur, mais c'est complètement asynchrone. D'ailleurs, c'est plutôt intelligent, il fait du JavaScript. S'il y a un problème côté serveur, le client est informé et à vous de gérer la partie ergonomie, on va dire. Parce que techniquement, la donnée, si elle a été insérée côté client, mais que côté serveur ça a planté, la donnée elle est supprimée côté client. Donc toutes vos manipulations, elles sont complètement remises dans un état zéro, on va dire, et à vous de notifier votre utilisateur en lui disant attention, il y a un souci qui s'est passé à ce moment-là, à vous de corriger. Mais ça, c'est vachement pratique, parce que finalement, votre application mobile, sur une web app, vous n'avez plus cette problématique de latence. Alors ils ont changé le nom récemment, ça s'appelle Optimistic UI. Mais voilà, c'est pour moi un concept qui est une vraie plus-value aujourd'hui de Meteor.js par rapport à d'autres. Programmation réactive, ça a été repris de ce qui existait ailleurs. Donc Full Stack Reactivity, vous faites vraiment ce concept-là porté sur le serveur, sur le client. Quelque chose qui est sympa, c'est que c'est à l'écoute de l'écosystème JS, notamment en embarquant Angular et React récemment. La communauté voulait ce type de techno à la place de Blaze, qui est le moteur template natif de Meteor. Et puis, au bout d'un moment, ils ont fait un portage, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont essayé de comprendre comment fonctionnaient ces technos-là. Ils ont essayé de voir comment mettre du temps réel et l'embarquer avec Meteor. Et à ce moment-là, il y a un support officiel qui est sorti. C'est vachement sympa ce côté à l'écoute de l'écosystème JS parce que vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'écosystème JS, quelque part, c'est un peu votre mirador. Ils font la surveillance, ils font la veille pour vous, ils testent des choses, ils sont à l'écoute. Et quand il y a vraiment une vraie population qui a envie d'avoir une nouvelle techno dans la stack, potentiellement, ils vont réfléchir à l'intégrer. Et pour le futur, potentiellement, Webpack va être peut-être intégré sur le système de build. Et enfin, pour moi, le point essentiel, c'est que la simplicité, ça améliore la productivité. Si vous avez quelque chose où une techno, où la courbe d'apprentissage est faible, vous allez tout de suite produire un produit sans vous poser de questions techniques.
Et du coup, pourquoi va-t-on plus vite? On va plus vite parce que déjà, la stack Node, elle est prête à utiliser. Vous prenez le Meteor, vous l'installez sur n'importe quel environnement, vous pouvez l'utiliser tout de suite tel quel. En début de semaine, il y avait 187 000 packages sur NPM. Je défie n'importe qui n'a jamais fait de JS ou de Node, notamment, de choisir le bon package pour faire les WebSockets, le bon package pour faire du templating, etc. Ça, vous pouvez les questions que vous posez, il y en a 187 000, et encore, c'est en début de semaine. Là, vous avez une stack qui est toute prête, qui a été validée par des gars qui tiennent la route. On peut se sentir bridé, quelque part, donc ça permet aussi de commencer le JS de manière très simplement, et le JS côté serveur. On n'a qu'un seul langage, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais si vous n'avez pas switché de langage pour vos développements, vous gagnez du temps, et surtout vous pouvez faire intervenir n'importe quel développeur JS sur la partie front ou la partie back. L'API elle est cohérente, c'est-à-dire que dans le framework Meteor, vous avez par exemple un package qui s'appelle HTTP qui vous permet de faire des appels distants. Ce package propose une API, la signature d'API est la même que vous soyez sur le client ou sur le serveur. C'est comme ça sur la plupart des API Meteor. La seule différence, c'est que potentiellement sur le serveur, vous allez pouvoir choisir de le faire en asynchrone ou en synchrone. C'est la seule différence. C'est ISO-build. Alors, bon, déjà, votre application, forcément, c'est du web. Donc là, c'est simple, c'est compatible Linux, Mac, Windows, c'est pas une plus-value. Par contre, vous pouvez générer une application mobile via Cordova sans avoir à apprendre Cordova. Vous faites déjà un Meteor Add Platform Android. Dès que vous allez faire un build, vous allez avoir un APK qui va être généré. Vous simplifie les choses. Vous n'allez peut-être pas aller dans les arcanes de Cordova, mais ça vous simplifie vraiment les choses pour commencer. Meteor.js, c'est un système de composants. Vous avez des composants internes, un framework, et vous avez des composants qui sont mis à votre disposition. Quand vous commencez un projet, très souvent, vous avez besoin d'un système d'authentification. Un système d'authentification se prend toujours la tête à faire son petit login mot de passe, il faut recoder toujours la même chose, sauf si on a des composants en interne sur le langage qu'on utilise. Et puis si on veut le pinguer sur du Google, du Twitter, du Facebook, du Weibo, enfin, il y en a plein maintenant, c'est tout de suite vite compliqué. Meteor vous propose un Meteor Add E40, pour ajouter E15 Google, E15 Facebook, tout ce que vous voulez. Et vous allez avoir un helper disponible pour vos templates qui va vous mettre un petit formulaire, un petit accès à un système d'authentification. Vous allez pouvoir le customiser, vous allez pouvoir le binder sur tous les services existants. Et ça, quand vous initiez un projet, vous ne perdez pas de temps là-dessus. Vous allez vachement plus. Et c'est customisable, évidemment. On va plus vite parce que ça repose sur l'écosystème JS, que vous avez donc du Angular aujourd'hui, du React.js. Mais vu que c'est du Node, vous avez aussi accès à NPM. Et on entend souvent dire que quand on est sur du Meteor, on ne peut pas utiliser tout ce qu'il y a sur NPM. C'est pas complètement vrai, puisqu'il y a une méthode qui existe aujourd'hui sur Meteor et qui permet de wrapper très simplement en une ligne un composant, une librairie Node, et du coup pouvoir l'utiliser de manière synchrone très simplement. Industrialisation, oui, on va plus vite parce que Meteor fournit dès le départ les outils pour pouvoir industrialiser. Industrialiser, ça fait commencer par tester votre application et du coup pouvoir la déployer pour voir ce que ça donnerait sur un environnement pré-prod, on va dire. En l'occurrence, vous faites un Meteor Deploy bedwebmix et vous allez avoir dans la minute qui suit un bedwebmix.meteor.com disponible avec votre application. Vous pouvez faire du Meteor Shell, c'est pour interroger, c'est pour vous connecter sur votre serveur directement et puis jouer avec le JavaScript qui a été mis sur le serveur. Le Meteor Debug pour lancer un node inspector. Le Meteor Build qui va vous permettre justement de builder au choix, soit votre bundle, un tar.gz pour Node, mais en même temps ça va générer votre APK si vous avez fait l'Android, et puis si vous avez rajouté la plateforme iOS, ça génère tout ce qui est Meteor Test, parce qu'effectivement vous pouvez tester. Vous avez une librairie qui s'appelle TinyTest, c'est très basique, et en même temps ça permet déjà de tester son code, ce qui est déjà suffisant. Et puis un petit truc sympa qui est le Hot Code Reload. Alors on se pose souvent la question quand on voit des conférenciers qui font un peu de live coding, ils modifient du code côté serveur et hop là il y a l'application qui redémarre tout seul. Alors vous ne posez pas de questions, Meteor vous fournit déjà par défaut. Vous modifiez quelque chose côté serveur, il va redémarrer le serveur, il va alerter tous les clients connectés pour dire attention gars, il y a quelque chose qui a changé. Et puis quand vous modifiez un template, une CSS ou du JS qui est purement côté client, il va faire très simple. Il ne touchera pas au serveur, il va juste populer le nouveau JS, le nouveau qui a été modifié à tous les clients, et tous les clients vont démarrer tout seul. Totalement transparent et finalement très pratique pour développer. On va plus vite parce que c'est mobile compliant, et pas uniquement parce qu'il y a un binding avec Cordova qui est simple, mais c'est aussi parce qu'on bénéficie du système de hot code push. Aujourd'hui, quand vous faites une application, vous la mettez sur le store, vous voulez faire une mise à jour, vous êtes obligé de repasser par une soumission et une validation du store. Avec ce système-là, quand votre application est à jour, vous avez un système d'app cache, assez simple via Meteor. Et du coup, quand votre utilisateur a téléchargé l'application via le store Android, l'application va vérifier auprès du serveur s'il y a une nouvelle version. Si c'est le cas, le client va télécharger de manière totalement transparente la nouvelle version. Et il y a un petit plugin qui existe également dans Meteor, un petit package, qui permet à l'utilisateur de piller l'application
jusqu'à ce que, tant que la nouvelle n'a pas été téléchargée. C'est totalement transparent. Et vous n'allez pas passer par le système de revalidation. Ça évite les callback errors grâce aux fibers. Alors ouais, c'est de jolies phrases. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de JS ou qui en font très peu, ça fait toujours un peu peur les callbacks. Alors, on peut utiliser les promesses et plein de systèmes pour essayer d'outrepasser ça. Meteor, lui, utilise un node avec un plugin qui s'appelle les fibers. Et du coup, ça vous permet de développer de manière synchrone. Donc quand je parlais tout à l'heure de la librairie HTTP, quand vous faites le JS, vous faites un appel HTTP habituellement, via request, vous faites du NPM avec NPM, vous passez une callback, et puis la suite du code va être exécutée, et quand la réponse sera OK, la callback va être exécutée. C'est plus le cas avec Meteor. Vous allez coder, en ligne 10, vous faites un appel HTTP en get sur Google par exemple, et dans la ligne 11, vous pourrez lire le résultat de la ligne 10, sans avoir passé de callback. C'est vous qui choisissez si vous voulez synchrone ou asynchrone. Et du coup, ça simplifie le développement et l'entrée des développeurs qui ne font pas de JavaScript dans cet univers-là. Et au final, pourquoi on va plus vite? Tout simplement parce que c'est simple. Parce que tout ce qui sont mis en place va dans le sens de la simplicité. Et finalement, vu que c'est simple, vous vous concentrez uniquement sur la création de valeur. Les problèmes techniques, vous allez en avoir, c'est normal, c'est une plateforme, c'est la technique, mais vous n'allez pas les avoir au début, vous allez les avoir après, comme vous les auriez eu avec d'autres technos, mais tout est fait pour vous simplifier la vie. Qu'est-ce qui va vous simplifier la vie, au-delà de ce que je vous ai dit? Il y a des packages tout bêtes. Quand vous commencez un projet, vous posez tout de suite des problématiques de sécurité, ou pas toujours. Et bien là, vous avez une sécurité et auto-publish qui sont activés par défaut. C'est-à-dire qu'il y a zéro sécurité au départ. Et par contre, vous enlevez le paquet auto-secure, vous ne pouvez plus du tout, le client ne peut plus du tout altérer la base de données, sans mettre en place une mécanique de sécurité. Et résultat, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place avant un mois ou un test. Ouais, ça l'exporte. Auto-publish, vous n'avez pas à gérer les problématiques de souscription, publication de vos données, jusqu'à ce que vous l'enviez, etc., etc., etc. Tout ça. Offline, vous voulez faire du offline, il y a un package qui existe, toute la data que vous avez côté client va être descendue dans le local storage, très simplement. Et ça va se resynchroniser dès qu'il y aura une nouvelle connexion. Bref, il y a plein de choses, on va faire 2 minutes, on va faire très vite. N'utilisez pas toujours un boilerplate, il y en a plein qui existent, il y en a des dizaines pour Meteor. Commencez simple, un boilerplate c'est une courbe d'apprentissage, pas forcément utile au départ. Faites le vôtre, tranquillement, et vous allez gagner du temps. NPM, je ne sais plus dans quel ponce, c'est Nicolas, ça permet de faire du scripting, et du coup vous industrialisez vos développements. Alors oui, effectivement, utilisez NPM à fond. Moi je le fais pour développer pour gérer mes environnements de dev, de test, pour lancer plein de choses de manière automatisée. On parle souvent d'isomorphisme depuis 1 an et demi, depuis que React est sorti. Moi je parle de mutualisation de code, on peut parler de ça. C'est pas parce que vous mutualisez votre code que vous n'avez qu'un seul projet. Je parlais tout à l'heure sur la grosse image rouge de micro-applications. Ben, vous faites comme des microservices, vous faites des petites applications qui sont dédiées à des fonctionnalités. Et puis ces applications, c'est juste l'agrégat, en tout cas l'utilisation de vos packages. Donc vous faites des packages, et puis vous dites, ben, je veux le package ABC pour telle application, je veux que la A et B pour le mobile, plus un bout de la D, etc., etc., etc. Et finalement, comme ça, vous avez un code qui est vachement plus maintenable, et c'est assez pratique. Et puis, vu que c'est simple, et ben, testez à fond. Il y a plein de choses. Alors déjà, testez votre code, effectivement, ça c'est une des bases. Mais expérimentez. Electron, c'est ce qui a été utilisé pour Atom, enfin, ce qui a été conçu pour Atom pour faire des applications desktop. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser pour un Meteor. Faites des extensions Chrome, utilisez du MySQL, c'est pas parce que c'est pas en natif qu'il n'y a pas moyen de le hacker. Il y a du Postgre, il y a du RacingDB, il y a également du Redis. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est super simple. Et changez pas vos habitudes. C'est-à-dire que si vous aimez Grunt, à un moment donné, quand vous aurez pris en main la plateforme Meteor, les packages type Bootstrap, type Less, type, il va y avoir Moment.js, vous avez envie de la librairie Moment.js, vous pouvez faire un Meteor add Moment.js, c'est intéressant au départ. Mais si vous avez envie de faire votre propre build à la fin, vous dégagez tous ces packages une fois que vous maîtrisez la plateforme et vous repassez par votre processus habituel qui va s'inclure dans le process de Meteor. Alors ça, hop là, il y en a plein. Je les passe, je savais que je n'allais pas avoir le temps pour ça. Donc si vous êtes intéressé, vous irez voir la slide. C'est les packages que j'utilise en général pour développer mes applications. Et on va bientôt terminer. On demande souvent quelles sont les grosses applications qui tournent sur Meteor. Je ne connais pas aujourd'hui de très grosses applications qui tournent sur Meteor, ni de gros qui en font. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Rocketchat. Ils ont réussi à faire un clone de Slack, un vrai clone qui tourne, et qui tourne avec plein d'utilisateurs simultanés. Vous pouvez le cloner et l'avoir chez vous. Il y a des boîtes qui ont des problématiques avec la sécurité de la donnée, qui n'ont pas envie d'utiliser de produits open source qui sont dans le cloud. Voilà, vous le mettez sur votre serveur, vous l'installez et ça tourne. Waken, c'est un Trello-like. Alors vraiment, trait pour trait. Donc vous pouvez l'installer chez vous, ça marche.
Et N-Softix, je l'ai mis en référence, c'est comme Trello, sauf qu'ils ont apporté des vraies plus-values en termes de fonctionnalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont sorti cet été, ils ont réussi à mutualiser 98% de leur code entre l'application desktop et l'application iOS. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas encore sorti l'application Android. En tout cas, ils ont fait iOS et desktop avec 98% de code commun. Et jetez un œil, hein, c'est vachement plus sympa que Trello. Il y a plein de tutos de partout, mais là j'ai pas le temps de vous en parler. Il y a des WhatsApp, il y a des Trello, il y a des Slack. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais vu de plateforme en 15 ans qui permettait justement de développer des clones d'applications populaires. Meteor le permet aujourd'hui. Il y a plein de ressources. Discover Meteor, je le cite vite fait, c'est un bouquin. Il est même open source, hein, on peut le lire là-bas gratuitement, mais tant qu'à faire, payez-le, il est super chouette. Eventman, les Screencast, il y a plein de choses qui sont disponibles pour apprendre. Il y a une belle communauté, ça bouge bien. Et maintenant, si vous avez envie, il y a des questions, je suis assez vite, je suis fatigué. Si quelqu'un a des questions, je suis prêt à attendre le micro, n'hésitez pas. Je reviens. Moi j'avais une question, c'est plus par rapport au justement le côté appli mobile. Je sais que dans la boîte dans laquelle je travaille, on a été amené à faire des applis mobiles et justement pour répondre à certaines problématiques, on a été obligé de développer des plugins Cordova pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas solvables autrement. Et justement, comment est-ce que ce genre de plugin natif peut s'intégrer dans un stack Meteor.js pour les applications? C'est une très bonne question. J'ai pas rencontré ce cas-là. Par contre, j'ai vu effectivement des questions qui traînaient sur Stack Overflow ou ce genre de choses. A priori, quand tu fais ton Meteor à la plateforme Android par exemple, tu vas avoir après un fichier qui s'appelle mobileconfig.js à éditer. Et là-dedans, a priori, tu peux renseigner de nouveau, pour utiliser des plugins tierces. A priori, tu ne peux pas embarquer d'autres plugins que ceux qui sont en natif dans Cordova, comme la caméra, ou ce genre de choses. A priori, ça se fait. Moi, personnellement, j'ai jamais testé encore. J'ai pas encore eu l'occasion. J'espère que je pourrais le faire, mais a priori, il y a des solutions pour ça. Il suffit de les référencer. Après, il y aura peut-être des incompatibilités, ça c'est bien possible. Il faut voir. Là, pour l'instant, je crois que la dernière version de Cordova, c'est la 5 qui est embarquée sur la 1.2. Voir si c'est compatible ou pas. Alors moi j'ai une question, est-ce que la principale force de Meteor est aussi sa principale faiblesse? Dans le sens où il faut le prendre totalement et donc c'est un framework full stack, enfin, c'est une plateforme. Et donc moi, dans ma boîte, on a déjà une plateforme notamment sur le backend et tout. Et nous on a notre front-end qui prend juste avec nos API. Est-ce qu'on peut utiliser Meteor dans ce cas-là, ou bien est-ce qu'on est obligé en fait de dire bah non, en fait c'est juste pour un microservice précis, on peut le faire comme ça, mais on ne peut pas se brancher facilement sur nos applis qu'on a déjà faites et qu'on n'a pas vraiment envie de refaire en fait, qui sont en plus dans un langage différent, etc. Alors, il faut voir que pourrait apporter Meteor sur des applications. Si tu as envie juste d'avoir un état sur ta donnée, par exemple, tu peux juste utiliser des DP. Et des DP, c'est juste une librairie et c'est potentiellement 16 drivers pour de l'iOS, pour du JS, pour du PHP, pour autre chose. Tu as envie d'avoir un état sur ta donnée, tu as envie de faire un peu de DDP, tu peux t'amuser avec, et du coup, tu prends que cet élément-là qui va t'intéresser. Dans le reste de Meteor, effectivement, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment t'intéresser. C'est vraiment que tu prends l'ensemble. Il y a des personnes qui ont pris du mini-mongo, donc en gros c'est le cache client. Ils ont pris le mini-mongo et ils l'ont mis pour du backbone. Ça peut se faire. Moi je vois plutôt dans l'autre sens, en gros tu vas prendre des packages qui t'intéressent pour les embarquer dans tes applications. Ça c'est possible. C'est pas facilement faisable dans le sens où c'est pas plein de packages et plein de repos GitHub. C'est un gros repo GitHub donc à toi de piocher dedans. Mais ça c'est faisable effectivement. Je vois, si tu veux faire une application purement front-end qui va consommer du reste, tu peux le faire en Meteor, mais du coup tu perds le côté back qui n'a pas forcément intérêt, et du coup la compensation de latence, je ne vois pas comment on pourrait l'avoir et en bénéficier à ce niveau-là. Effectivement, si c'est un framework full stack, tu peux quand même te brancher sur des services. C'est pas parce que tu peux envisager une nouvelle application qui va pouvoir brancher sur le tienne. Ça c'est complètement faisable. Tu passes plus par ta base de données. Côté serveur, tu vas créer des collections purement en mémoire. Donc c'est plus des collections qui sont liées à ta base de données. C'est des collections qui se créent parce que tu vas faire toutes les 30 secondes ou toutes les 2 minutes, tu vas faire des appels HTTP. Tu vas enrichir ta collection et de manière transparente, il y a des DP. Côté client, lui, il va avoir une collection qui sera construite en dehors des serveurs et qui potentiellement sera également mutualisée avec les autres clients. Donc en termes de perf, ça fait à peu près la route. Donc tu
peux le voir comme ça en fait, pour te dire ouais, on va faire un test. Il y a des gars qui sont passés de .NET à Meteor en 30 jours, je crois que c'est donné ça pour le cet été. Ils ont fait l'essai et puis ils commencent à faire des vraies applications Meteor. Ils trouvent qu'ils ont gagné ils font deux fois moins de temps pour faire une application aujourd'hui. Mais c'est un vrai choix en fait. Une dernière question peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui c'est scalable facilement sur plusieurs nœuds? Alors il y a plein de solutions qui existent. Il y a un package cluster qui est en gros le package qui existe pour Node. Il y a également des solutions pour faire du load balancing. En gros, tu vas pouvoir créer N serveurs de JS. Ils vont tous se parler entre eux et ils sont capables de donner au client quel est le serveur à utiliser pour un instant T. Donc tu as de la scalabilité. C'est des trucs un peu tricky, c'est un peu différent de ce qu'on connaît habituellement jusqu'à présent. Mais oui, c'est complètement faisable. Après, pour bien scaler, pour bien architecturer ton application, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser Nginx pour tout ce qui est distribution de tes assets. Donc tout tes JS, tout tes CSS, tout ça va passer par Nginx. Et Node.js ne va servir finalement que pour DDP. Et du coup, que pour la connexion et avoir justement faire transiter la data sur le client. Ça déjà, c'est bien faire.